Emmanuel Macron commence aujourd'hui une visite de 3 jours en Algérie dans le contexte de pénurie énergétique liée à la guerre en Ukraine. Se réconcilier avec Alger est d'autant plus stratégique, mais sur ce sujet, comme sur les visas, l'immigration clandestine, rien ne sera simple. Et la question que l'on vous pose ce matin sur Sud Radio, quelle doit être sa priorité selon vous? L'immigration, l'influence russe, le gaz ou bien la mémoire de la guerre? 0826 300 300 pour témoigner et réagir, et puis voter et commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous. Pour nous éclairer ce matin, on reçoit Guy Pervillier, historien des relations franco-algériennes, et Philippe Chalmin, historien et économiste spécialiste des marchés de matières premières. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre avec nos auditeurs au 0826 300 300. Cette visite donc d'Emmanuel Macron en Algérie qui débute aujourd'hui. 3 jours, contexte particulier, il faut le dire quand même pour le président de la République, Philippe Chalmin, avec une rentrée politique sous tension en France, on le sait. En quoi cette visite en Algérie est-elle suffisamment importante, tellement importante aux yeux d'Emmanuel Macron, eh bien qu'il décide de mettre de côté finalement le contexte politique national? Écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste des relations franco-algériennes, mais c'est vrai que l'Algérie a une relation particulière, aura toujours une relation particulière à la France, du fait de notre passé, du fait quand même des croisements de population qui ont pu avoir lieu. Malheureusement, situer uniquement cette visite, me semble-t-il, dans le contexte énergétique, se dire nous avons besoin du gaz algérien, excusez-moi, c'est une douce rigolade. L'Algérie, de ce point de vue-là, n'est pas un partenaire fiable et jeter une virginité publique aux généraux algériens pour quelques mètres cubes de gaz ne serait pas sérieux. De ce point de vue-là, je pense que il faut se garder de regarder l'Algérie comme une alternative à la Russie, etc. La dépendance en gaz de la France est relativement limitée et d'autre part, l'Algérie, de ce point de vue-là, n'est pas un partenaire fiable. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce qui s'est passé avec la fermeture des gazoducs qui traversaient le Maroc pour alimenter l'Espagne. Donc je dirais que les généraux algériens sont peut-être un peu plus fréquentables que Poutine, mais pas beaucoup. Guy Pervillier, pour rebondir, historien des relations franco-algériennes, sur ce que disait Philippe Chalmin, notamment sur cette question du gaz, partenaire pas fiable, selon lui. Le gaz, la question du gaz, c'est l'enjeu principal, potentiellement, de cette visite de 3 jours d'Emmanuel Macron, qui dit, en substance, via l'Élysée, qui fait savoir que voilà, c'est pour parler des start-up, de la jeunesse. Est-ce que le gaz est derrière tout ça ou pas? Et est-ce que c'est un sujet sérieux pour le président de la République? J'avoue que, n'étant pas spécialiste des problèmes économiques, je ne peux pas vous faire une réponse. Ce que je voudrais savoir, c'est quels sont potentiellement les autres enjeux qui sont présents effectivement dans ce déplacement, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, il faut le dire. Effectivement, et disons celui auquel je m'intéresse particulièrement, c'est celui des relations politique et mémorielle. Je veux dire l'utilisation de la mémoire de la guerre d'Algérie dans les deux pays au service d'ambitions particulières. En tout cas, du côté de l'Algérie, il y a un fait qui est resté très peu connu en France, c'est l'existence d'une revendication algérienne de repentance adressée à la France pour tous les crimes que la France a ou aurait commis contre le peuple algérien de 1830 à 1962. Et cette revendication est poursuivie, semble-t-il, par l'État algérien depuis mai 1995, après avoir été lancée seulement dans le cas de la répression de mai 1945, par une association privée, la fondation du 8 mai 45, créée en mai 1990. Et ce qu'on sait très peu en France, c'est qu'il y a une répétition ou une résurgence de cette revendication de repentance adressée à la France depuis 1995. Et tous les présidents de la République française, depuis Jacques Chirac, y ont été confrontés.
Ça a été le cas aussi pour Emmanuel Macron, qui a eu des propos très durs à ce sujet, l'automne de 2021, l'automne dernier, où il reprochait au système politico-militaire algérien de fonder sa légitimité sur cette rente mémorielle, cultiver aussi une certaine haine de la France. C'est pas rien quand même, quelques mois seulement avant cette visite. Effectivement, ce n'est pas rien, mais c'est à comparer aussi aux propos que le futur président, alors candidat à la présidence de la République, avait formulé à la mi-février 2017 lors d'une visite non officielle en Algérie, où il avait reconnu que la France avait commis des crimes contre l'humanité, contre le peuple algérien. Et donc, on peut dire que le président Macron a fait un long chemin, puisque après avoir satisfait en quelque sorte cette revendication de repentance dans ses propos de février 2017, il s'en est écarté donc dans son premier voyage en Algérie, très bref, en décembre 2017, et petit à petit, il s'est efforcé de se dégager de l'image d'un président prêt à se soumettre aux revendications algériennes par donc l'image d'un président s'efforçant de donner des satisfactions à toutes les tendances mémorielles françaises liées à la guerre d'Algérie qui existent en France. Or, il y a une différence fondamentale entre l'Algérie, où il y a une mémoire nationale, mais aussi et surtout une mémoire officielle, donc celle de l'État, qui l'entretient depuis l'indépendance, et la France, où pendant longtemps il n'y avait aucune mémoire officielle, et quand toutes les tendances politiques françaises ont jugé indispensable d'adopter une mémoire officielle de la guerre d'Algérie en 1999, eh bien à ce moment-là, il y a eu très rapidement un clivage politique entre, disons, en gros, la gauche qui voulait faire du 19 mars anniversaire des accords d'Évian la date commémorative de la guerre d'Algérie, et disons la droite et l'ensemble des nostalgiques de l'Algérie française qui refusaient le 19 mars en disant que ce n'était pas la fin de la guerre d'Algérie, mais le début de sa pire période, celle durant laquelle les Français d'Algérie et tous ceux qui avaient cru à l'Algérie française se sont sentis abandonnés par la France. Donc à partir de là, il n'y a pas eu d'accord ni sur une date officielle, ni sur le message que cette date était censée porter. Et en fin de compte, eh bien, la France s'est retrouvée avec deux dates officielles commémoratives de la guerre d'Algérie, le 19 mars d'une part, qui, après avoir failli être adoptée en 2002, ne l'a pas été à cause de l'élection présidentielle qui a vu la réélection de Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Et 10 ans après, donc après l'élection de François Hollande, la date du 19 mars a été officiellement adoptée, mais quand on regarde de près le texte de cette loi, eh bien, il s'agit beaucoup plus d'un deuil national que d'une fête nationale. Et puis d'autre part, Jacques Chirac a laissé la date commémorative du 5 décembre, qui en fait n'est absolument pas un anniversaire, puisque cette date a été choisie en fonction de son agenda pour l'inauguration du mémorial des morts de la guerre d'Algérie au Quai Branly. Mais l'important, pour ceux qui ne voulaient pas du 19 mars, c'était d'avoir une autre date, peu importe laquelle, pour que ce ne soit pas le 19 mars. On aura compris, oui, effectivement. Et donc, j'essaie de retrouver le fil de mon propos. Ce que l'on constate, c'est qu'après Jacques Chirac, qui avait refusé la revendication de repentance, eh bien, tous les autres présidents l'ont fait. D'abord Nicolas Sarkozy, qui dans sa campagne électorale avait été le premier à dénoncer publiquement la revendication de repentance. Mais je me souviens très bien qu'à ce moment-là, certains l'avaient accusé d'avoir inventé cette revendication algérienne pour se donner le mérite de la refuser. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu deux candidats qui ont de nouveau suscité en Algérie l'espoir d'une satisfaction de cette revendication de repentance. Donc d'abord le candidat socialiste François Hollande
donc en 2012. En 2012, ouais. François Hollande, qui avait effectivement, durant la campagne, donné lui aussi des espoirs à l'Algérie, mais qui l'a démenti dans son voyage officiel en Algérie à la fin de l'année. Et le avec ce côté, avec ce côté effectivement chaud-froid, je vous coupe Guy Pervier, mais avec ce processus effectivement chaud-froid, et on l'a vu même avec Emmanuel Macron. Oui, vous allez dire un mot, Philippe Chalmin, justement c'est pour ça que je me permettais de couper Guy Pervier, qui effectivement nous a expliqué beaucoup de choses. On l'entendait ici sur ces relations franco-algériennes, et on l'aura compris, c'est très compliqué. Effectivement, Philippe Chalmin, je reviens sur la question du gaz également, qui est importante, parce que il y a le côté des relations effectivement franco-algériennes, on l'a compris, qui sont compliquées, et il y a parmi cela, ce qui se rajoute, c'est cette guerre entre l'Ukraine, la Russie, l'indépendance au gaz russe. Vous disiez tout à l'heure, attention, l'Algérie n'est pas un partenaire fiable pour ce qui est du gaz. Déjà, pour savoir un petit peu, ça représente quoi en termes de production de gaz naturel, l'Algérie dans le monde, Philippe Chalmin? Alors, c'est une production qui a diminué, qui reste quand même importante. Simplement, les investissements ont été largement insuffisants. Donc, il y aurait, si on voulait relancer la production de gaz naturel, il y aurait de gros investissements à faire. Et ce d'autant plus que l'Algérie a, d'après ce que l'on dit, un potentiel très important en ce qui concerne le gaz de schiste. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que derrière tout exposé très intéressant qu'on avait sur cette volonté de repentance des gouvernements algériens, etc., c'est une manière, il faut quand même appeler un chat un chat. L'Algérie est un immense échec économique. C'est pour moi l'exemple type d'un thème que l'on retrouve assez couramment, qui est celui de la malédiction des matières premières. On se dit, un pays qui a la chance d'avoir du pétrole, du gaz, ce pays va pouvoir se développer, va être heureux. Comparez simplement le Maroc qui n'a pas de pétrole et de gaz et l'Algérie. L'Algérie est malheureusement un pays qui est l'exemple même de l'échec économique, de la corruption. À la limite, les Algériens, la guerre en Ukraine, mais c'est un cadeau pour eux. Ça sauve le régime. Ça sauve le régime de généraux corrompus, c'est un régime antidémocratique, c'est le malheur de l'Algérie. C'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. C'est la rente du pétrole et du gaz, elle est tombée dans quelques mains cupides, et ils utilisent la rente mémorielle, et là, je pense que l'analyse d'Emmanuel Macron, elle n'était pas diplomatique, mais elle est d'une cruelle vérité. Les Algériens ne peuvent pas s'en prendre à la France s'ils sont aujourd'hui sous-développés. Il faut quand même appeler un chat un chat. Ce pays qui était, jusqu'à l'indépendance, qui était un pays exportateur de produits agricoles. Aujourd'hui, il est, avec l'Égypte, le premier importateur mondial de céréales. Il est incapable de se nourrir. Et en fait, l'État algérien ne tient que par la rente du pétrole et surtout du gaz, qui permet de maintenir quelques minima sociaux et d'éviter des révoltes plus importantes que ce que l'on a connu. Après, Philippe Chalmin, avec cette guerre en Ukraine, l'Algérie n'a jamais été aussi convoitée, séduite, justement. Et on l'a vu notamment aussi avec la Russie, les rapprochements entre la Russie et l'Algérie. Ah ben les dictatures, ça se... Écoutez, il faut appeler un chat un chat. L'Algérie n'est pas un pays démocratique. Je comprends la visite d'Emmanuel Macron, parce que diplomatiquement, on ne peut pas, on est obligé, mais c'est donner du crédit à des généraux. C'est donner du crédit à ce qu'il faut appeler un chat, c'est-à-dire une dictature. Et on voit aujourd'hui le monde se fracturer un peu entre le clan des despotismes et le clan des démocraties. Les généraux algériens, ils sont beaucoup plus à l'aise avec Poutine et Xi Jinping qu'avec un Emmanuel Macron qui va leur parler de droits de l'homme et d'aspiration de la jeunesse. Si vous étiez un jeune Algérien, vous rêveriez de quoi? À moins que d'être un fils de prince ou de général. Ce dont vous rêveriez, c'est de partir. C'est moi à l'université Paris-Dauphine où j'enseigne, j'ai beaucoup de jeunes Algériens de très bonne formation
qui n'ont aucune envie de rentrer. Philippe Chalmin, vous restez avec nous. Je rappelle, historien, économiste, spécialiste des marchés de matières premières. Guy Pervilliers aussi qui est avec nous, historien des relations franco-algériennes. Vous restez avec nous. On poursuit ce débat jusqu'à 9h30 sur Sud Radio avec nos auditeurs également. On rappelle le numéro de téléphone, Marilyn. 0826 300 300 et puis nos réseaux pour réagir et voter à nos questions du jour. À tout de suite pour la suite du petit-déj de l'actu. 9h18 sur Sud Radio. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h21 et on continue le débat autour du déplacement du président Macron en Algérie aujourd'hui et pour 3 jours. Il souhaite renforcer les relations entre les deux pays, mais quel sens donner à ce déplacement? On retrouve nos invités pour ce débat, Guy Pervilliers, historien des relations franco-algériennes, et Philippe Chalmin, historien et économiste spécialiste des marchés de matières premières. Oui, on commence avec vous, Guy Pervilliers. On parlait tout à l'heure avec Philippe Chalmin de la question du gaz. On y reviendra puisque c'est un sujet important. Effectivement, Guy Pervilliers, on parlait aussi avec vous de la question de la mémoire. La mémoire en lien avec d'autres dossiers aussi qui s'imposent dans ces relations franco-algériennes compliquées. Celle de l'immigration clandestine, bien sûr, de l'octroi des visas. Ça aussi, c'est un sujet qui empoisonne ces relations entre la France et l'Algérie aujourd'hui. Je suppose, puisque effectivement il en a été fait état officiellement, mais je pense qu'effectivement tous ces aspects des relations franco-algériennes sont liés, et ils sont liés en même temps à la question de la mémoire, dans la mesure où cette revendication mémorielle algérienne est un moyen pratique de faire pression, du côté de l'Algérie sur la France. Logique de chantage, quoi. À satisfaire, oui, c'est en quelque sorte cela. Et le président Macron, ce qui me frappe, c'est que donc dans ses toutes premières déclarations, notamment en 2017, il semblait très naïf, mais avec le temps et l'expérience, il a quand même appris et compris beaucoup de choses. Comme en effet le montrent les déclarations que vous avez citées. Voyons, je cherche ce que je voulais vous dire. On vous perd. Effectivement, Guy Pervilliers. Non, alors sur la question du chantage, effectivement, c'est une chose. Et puis alors, sur la question de la repentance, est-ce qu'on est juste dans une logique de chantage ou il y a vraiment des intentions derrière, une volonté derrière, d'exiger au-delà de cette repentance, vraiment d'avoir des actes concrets? Voilà. Je suppose que la repentance n'est pas une revendication à elle seule. Disons, il y a toujours cette revendication de repentance qui a été à plusieurs reprises formulée par des personnages officiels. Et puis, bien entendu, des avantages concrets qui sont espérés par l'Algérie. Donc la revendication de repentance étant un moyen autant qu'une fin. Ce qui me paraît remarquable, c'est que cette revendication de repentance est irréaliste. Pourquoi? Eh bien parce que il y a donc en Algérie et en France deux politiques mémorielles qui sont fondamentalement incompatibles. Donc en Algérie, il y a une seule version de la guerre, donc qui est la source de légitimité de l'État et de ses dirigeants. Et même s'il y a aussi, bien entendu, une mémoire nationale, ou en tout cas largement majoritaire, qui est fondée sur l'expérience vécue durant la guerre, il y a néanmoins un monopole d'interprétation de cette mémoire nationale par l'État. Par contre, en France, il n'y a pas de mémoire nationale. Plus précisément, on remarque que dans le premier tiers de siècle qui a suivi 1962, il y avait de la part de l'État une volonté d'oubli. Ouais. Comme si les dirigeants pensaient que la guerre civile avait été accompagnée la guerre d'Algérie avait été non seulement une guerre franco-algérienne, mais aussi une guerre civile française, et en particulier dans les dernières années avec la lutte contre l'OAS.
Et donc il fallait absolument oublier ce passé-là. Donc il était impossible de surmonter ces oppositions de mémoire, donc il fallait purement simplement oublier. Et puis à partir de la fin des années 90, et en particulier à l'occasion du procès de Maurice Papon, qui avant d'être qui avait été préfet de Paris, effectivement. Police de Paris et responsable de la répression du 17 octobre 1961. C'est pas pour ça qu'il a été jugé donc à Bordeaux à partir de 1995, c'était à cause de son rôle dans la déportation des Juifs de Bordeaux pendant la guerre. Mais la déposition de Jean-Luc Kennedy a rappelé ce qui s'était passé le 17 octobre 1961 et a provoqué un choc dans la conscience des hommes politiques, qu'ils soient de droite et de gauche, et l'idée s'est imposée qu'il fallait absolument que la France ait une commémoration officielle de la guerre d'Algérie, comme il en avait pour les 2 guerres mondiales. Et on y revient après sur cette ambivalence dont vous avez parlé. De se mettre d'accord sur ce qu'il fallait retenir de la guerre d'Algérie et donc sur la date qui pouvait symboliser cela. Avec cette difficulté-là, Guy Pervier. Donc, Guy Pervier, on va laisser la parole aussi à Philippe Chalmin, si vous le voulez bien. Effectivement, parce que là, on revient sur le débat qu'on avait tout à l'heure, Guy Pervier, sur cette difficulté à trouver une date unique, justement. Philippe Chalmin, on entendait Guy Pervier notamment sur cette question de l'exigence de repentance irréaliste, sur la question aussi du chantage. Est-ce qu'on fait le jeu aussi, c'est votre impression, très clairement, qu'Emmanuel Macron, ici, accepte ce jeu du chantage, potentiellement, de la part des généraux algériens ? Je pense que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron est suffisamment intelligent pour ne pas céder à ce chantage. Officiellement d'ailleurs, le thème de la visite, c'est l'union des jeunesses, etc. Et c'est vrai qu'il y a 2 écueils autour desquels Emmanuel Macron va devoir circuler. L'un, c'est la rente mémorielle, on vient d'en parler. Tout à fait. L'autre, c'est aussi quand même la rente pétrolière. Mais il faut bien se rendre compte que les intérêts français dans le domaine énergie en Algérie sont relativement limités, que notre dépendance, il y a des apports de gaz naturel liquéfié, donc on achète du gaz naturel liquéfié à l'Algérie, comme entre nous, on en achète au Qatar, on en achète aux États-Unis, etc. Et on ne le paie pas moins cher. Donc je dirais que de ce point de vue-là, c'est pas totalement indispensable. Notre situation est très différente de celle de l'Italie, parce que l'Italie, elle est approvisionnée par un gazoduc qui traverse la Tunisie et qui passe au plus étroit de la Méditerranée. Et le président algérien, faisant il y a quelques mois sa première visite d'État en dehors d'Algérie, a été reçu avec tapis rouge et petits fours par les autorités italiennes. Oui, parce que c'est devenu le premier partenaire, effectivement, l'Algérie, à ce niveau-là. De l'autre côté, alors là, par contre, il y a vraiment un imbroglio diplomatique très important, puisque normalement, vous avez, si vous regardez la géographie, soit vous sortez vers l'est par l'Italie, soit vous sortez vers l'ouest. Vous êtes obligé de traverser un peu le Maroc, et puis vous alimentez l'Espagne. C'est exactement ce qui se faisait jusqu'au moment où les Algériens, n'oubliez pas qu'il n'y a aucune relation diplomatique entre l'Algérie et le Maroc, les Algériens ont coupé le robinet et ont suggéré que les Espagnols importent directement du gaz naturel liquéfié. Mais les Espagnols, eux, de leur côté, ont totalement changé leurs alliances diplomatiques, ont même reconnu le Sahara espagnol côté marocain, et donc les relations sont extrêmement tendues, au point même, pour vous dire, que l'Espagne, aujourd'hui, importe du gaz naturel liquéfié, parce qu'ils ont de grosses capacités de regazéification, et utilise le gazoduc vers le Maroc pour réexpédier du gaz vers le Maroc. Donc là, de ce côté-là, les Algériens utilisent aussi, il faut bien le reconnaître, l'arme du gaz, mais cette fois-ci vis-à-vis du Maroc. Pour conclure, Philippe Chalmin, sur ce débat et notamment sur cette question du gaz, vous dites intérêt limité en termes d'énergie sur la question énergétique pour la France. Alors comment on explique dans ce cas-là que la grande patronne d'Engie soit du déplacement avec Emmanuel Macron ? Écoutez, c'est assez logique quand même. D'abord parce que Engie
importent du gaz naturel liquéfié. Et donc, ils sont des clients des Algériens, qu'il y a de vieilles relations entre la Sonatrach et ce qui était Gaz de France à l'époque, donc qui est devenu NG, l'ancien Gaz de France est un morceau d'Engie aujourd'hui, donc il me paraît tout à fait logique que les patrons intéressés quand même par le développement économique en Algérie soient... Donc il y a l'idée quand même de développer effectivement encore davantage. Vous avez une très remarquable entreprise à Marseille qui s'appelle CIS, qui fait du catering et de la gestion de base vie, qui est très très implantée en Algérie. La France a des intérêts économiques en Algérie, et je dirais que ce qui est dommage, c'est que l'Algérie soit un tel ratage en termes de développement économique. Nous en sommes les premiers à en souffrir, parce que si vous êtes aujourd'hui un jeune Algérien, il n'y a aucun avenir pour vous. Bien sûr, et c'est là où on retombe sur la question de l'immigration. Et donc, qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie de partir. Si vous êtes un jeune Marocain, vous pouvez vous dire, il y a des chances, certes, tout n'est pas rose au Maroc, mais il y a quand même du développement économique. En Algérie, il n'y a rien. C'est ça le drame. Philippe Chalmin, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, historien, économiste, spécialiste des marchés de matières premières. Merci aussi à Guy Pervier qui était avec nous, historien des relations franco-algériennes. On fait le point, on conclut sur ce débat avec les votes de ce débat, justement sur nos réseaux sociaux Sud Radio. La question était, quelle doit être la priorité d'Emmanuel Macron selon vous pour ce déplacement? Vous avez été 73% à parler de l'immigration, 20% le gaz, 5% la mémoire de la guerre et 2 petits pourcents pour l'influence russe. Et on a vu effectivement dans ce débat que tout était lié aussi, forcément, bien sûr. En tout cas, merci à nos deux invités. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat sur nos réseaux sociaux. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants avec la tournée des festivals. On partira à Lénia dans le Jura au festival Les Gueules de Bois. Guy Carlier aussi nous emmènera sur son autoroute des vacances. Et puis, on mangera des moules avec notre invité, le chef Maximin Elio à Deauville en Normandie. À tout de suite sur Sud Radio.